Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci beaucoup. On est de retour. On n'est jamais parti, mais on est de retour là avec les petits nouveaux qui sont revenus. Bon, vous savez que vous avez les immuables, c'est comme le rocher du diamant, Claude. Bonsoir. Et Frédéric. Bonsoir, Eddy. Alors, les petits nouveaux en question. Emmanuel de Rênal qui avait été retenu et mis en esclavage dans une manifestation terrible. Il va nous raconter ça en 30 secondes. Bienvenue, jeune homme. Merci, bonsoir tout le monde. Et les élections étant passées, on s'est dit, on ne verra plus jamais Bertrand. C'est faux, il est là. Parce qu'au-delà des élections, il aime la Martinique et les sujets martiniquais le passionnent. Voilà. Merci donc pour votre invitation. Oui, je suis toujours là. Très bien. Je suis toujours là. Je vous rappelle que c'est le titre d'un film brésilien magnifique sur la dictature brésilienne. Je vous en dirai un peu plus tard. C'est parti. Je voudrais d'abord vous remercier de votre fidélité. C'est vrai que les gens de la concurrence nous ont appelés en nous disant « Arrêtez les émissions le lundi soir ». Eh ben non. Oh, je crois même qu'on va en rajouter une couche. C'est parti. L'actualité n'est pas forcément très gaie. Mais ne vous inquiétez pas, on est là pour vous renseigner, pour même vous informer sur un certain nombre de choses un peu bizarres, même à travers les sujets. Et on va commencer par un sujet moyen, on va dire ça comme ça. C'est le feu et l'habitat insalubre. C'est parti. Au lendemain de l'incendie, les regards se tournent vers les décombres. Ce matin, l'heure est au constat. Plusieurs passants et riverains s'arrêtent quelques secondes pour prendre des photos ou simplement découvrir l'étendue des dégâts. Nous nous sommes rendus à quelques pas de l'immeuble calciné dans ce commerce. Marie-Hélène travaille ici et connaît très bien l'historique du bâtiment et ses visiteurs. C'est un bâtiment où habitait un petit jeune. Enfin, quand je dis un petit jeune, non, il avait peut-être la quarantaine. Et il squatte cet immeuble depuis plus de 10 ans. À l'heure du service, c'était 2h moins le quart. On a entendu une déflagration. Donc, tous les clients sont sortis et on s'est aperçu que l'immeuble brûlait complètement. L'immeuble a effectivement brûlé complètement et a même endommagé une partie de l'immeuble voisin. Conséquence, cette banque a même dû garder le rideau baissé aujourd'hui. Hier, les flammes se sont très vite emparées du lieu. Un incendie qui ne surprend pas les habitués du quartier. Ça ne m'étonne pas du tout parce qu'il y avait une insécurité flagrante là-dedans. Bon, il n'y avait pas de courant, mais il vivait dans des conditions précaires. Donc, il suffisait qu'il allume une bougie pour que ça prenne feu. Donc, je pense que ça a dû se combiner avec... c'est mon opinion, hein, vu la brutalité de l'explosion, je pense qu'il y a dû y avoir du gaz ou quelque chose comme ça qui a été négligé et puis ça a explosé. Ce bâtiment faisait déjà l'objet d'une attention particulière de la municipalité. Il faisait partie des immeubles visés par un projet d'acquisition et de remise en service. Mais la prise en charge des personnes qui y vivent ou y passent reste complexe. La réalité, c'est que vous avez un nombre important de bâtiments abandonnés sur le territoire de la ville, en particulier au centre-ville, dont on parle. Quand vous fermez un squat, il y en a un autre qui ouvre à côté. Et donc, c'est aussi la question de la prise en charge des bâtiments abandonnés par leurs propriétaires eux-mêmes. Ces bâtiments ont des propriétaires. Ce sont des procédures qui peuvent être longues, qui sont souvent très longues, pour permettre à la ville de pouvoir s'approprier ces bâtiments pour pouvoir ensuite les réhabiliter ou les démolir. Le bilan est désormais de 2 morts. Les circonstances de l'incendie ne sont pas encore connues et une enquête de police est en cours. Bien, alors vous imaginez bien que cet événement soulève beaucoup de questions. Alors au-delà des questions, on va dire, judiciaires ou policières, parce qu'il y a quand même 2 victimes, il y a la problématique des squats, il y a les problématiques des logements en situation délicate, on va dire ça comme ça, insalubre on dit, en sachant que le logement insalubre a fait l'objet de plusieurs études, plusieurs lois, et en particulier ce qu'on appelle le logement indigne. On a eu un travail important fait par Serge Letchimy sur la thématique. Donc on va embrasser tout ça et essayer de vous informer, parce que derrière ce simple et dramatique incendie, il y a beaucoup de questions.
On va commencer par le petit jeune qui est un peu un spécialiste du droit. On se pose beaucoup de questions sur ces fameux immeubles squattés, abandonnés, avec des procédures, alors le maire de Fort-de-France l'a indiqué, ces fameuses procédures d'abandon manifeste, Voilà. qui en réalité prennent des plombes, enfin des années. Moi, je crois que le maire du Lorrain m'a dit qu'il a bataillé pendant plus de 15 ans pour acheter un immeuble squatté, abandonné, juste à côté de sa mairie. Pour quelles raisons passe-t-on autant de temps à acquérir des immeubles, ou à ne pas les acquérir, en tout cas à les prendre vis-à-vis de propriétaires qui, semble-t-il, ne sont plus là, n'existent plus? Oui. Alors, je crois que vous avez parlé de procédure. En fait, vous avez déjà tout dit. Dans le mot procédure, c'est Oui. marqué long, c'est ça? C'est pas par hasard qu'on dit, quand on dit à quelqu'un, vous êtes procédurier. Ça veut dire que vous êtes fastidieux, vous êtes lourd. Et c'est la particularité des procédures. Mais elles existent pour une raison majeure. Chaque fois on parle de procédure quand il y a en face un risque d'atteinte à un droit ou à une liberté fondamentale. La propriété privée, par exemple. Exactement. Donc je vous rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme, il est clairement indiqué que le droit de propriété est un droit inviolable et sacré. Inviolable et sacré. D'accord ? Le choix du terme sacré est déjà suffisamment signifiant sur la place du moins de ce droit dans notre système juridique, le système juridique français. Presque aussi important que la vie en réalité. Je ne sais pas si c'est plus important Parce que les mots consacrés à la vie ne sont pas loin de ceux de la propriété privée. Je ne sais pas si c'est... Bon, en tout cas, c'est symptomatique de la vision, de la caractéristique libérale de la Déclaration des droits de l'homme. D'accord ? On pourrait discuter pendant longtemps, mais en tout cas, quand on regarde donc, la Déclaration des droits de l'homme, c'est un texte de connotation à connotation libérale. Donc on veut protéger. Oui. En 2 mots, oui, on a compris ça. Il ne faut pas aliéner la propriété privée de la personne, comme dirait l'autre. Mais pourquoi c'est aussi long? Si la personne en question a disparu, n'a pas d'héritier, etc. Vous avez parlé d'abandon manifeste. Ou encore, il y a d'autres procédures, c'est celle donc, des biens vacants et sans maître. Ou encore l'expropriation. Donc ce sont des procédures où il y a plusieurs étapes visant justement, et notamment, et celle à l'usage, à l'observation, on se rend compte qu'effectivement, il n'est pas aisé de contacter les propriétaires. Donc, ce qui ralentit fondamentalement la procédure. Merci Bertrand. Frédéric, il paraît que l'une des techniques pour accélérer, c'est de foutre le feu dans les immeubles. Vous avez connu ça? Vous avez entendu parler de ça? Vous savez, on peut mettre le feu pour toutes sortes de raisons. Oui, non, mais là, quand l'immeuble a complètement brûlé... On peut parler de certains commerçants, pas qu'en Martinique, qui mettent le feu, par exemple, quand ils veulent une prime à l'assurance. Oui, ça c'est l'arnaque à l'assurance, c'est classique. Non, mais le feu, on peut le mettre pour n'importe quelle raison, mais le feu aussi n'est pas là que parce qu'il a été volontaire. Les départs, il y a des accidents parfois. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup, notamment dans les centres-villes où la vacance commerciale est très importante. Dans l'Hexagone, enfin la moyenne nationale de vacances commerciales, vous le savez, c'est autour de 8%. À Fort-de-France, on a une vacance commerciale qui déroule au-delà du 20%, il faut le dire. Et donc, il y a un point de bascule. Donc, la vacance commerciale, la nature est en horreur du vide. Les squatteurs, puisqu'on a une vraie précarisation de la population foyalaise, s'intègrent. Il y a des départs de feu parce qu'il y a déjà un bâti vétuste. Le béton, puisqu'il vieillit, il passe, je me le suis fait expliquer par des architectes, d'un pH de 12 à 9, donc, qui rend encore plus corrosif et explosif les cuivres et les métaux à l'intérieur, sans compter tout ce qui peut se passer, les bougies, les trafics de compteurs et d'électricité qui ne sont plus aux normes, un bâti qui a été complètement, on va dire, anarchique parce qu'il a été bâti sans autorisation. Il se passe des choses dans les immeubles du centre-ville de Fort-de-France et croyez-moi... Vous êtes bien placé pour le savoir. Croyez-moi, je suis relativement bien placé pour le savoir, en ayant de part et d'autre du mien, qui sont assez extraordinaires. Et honnêtement, je ne peux pas dire qu'il s'agit de feux volontaires tant les conditions à l'intérieur sont insalubres et insécuritaires, vraiment. Donc, sans doute qu'il y a une façon
pour quelques-uns, avec un comportement un peu margoulin, de le faire, mais il y a aussi structurellement un véritable problème de bâti à Fort-de-France, ancien, d'indivision, de vétusté. Je ne suis pas convaincue, comme peut le dire le maire, qu'il faut s'en attendre aux propriétaires ou aux indivisionnaires, même si la loi Letchimy a fait avancer à sa façon les choses. Je ne pense pas qu'on doive attendre sur eux pour pouvoir résoudre la situation, parce qu'elle ira de mal en pis. On a déjà eu beaucoup d'incendies dans le centre-ville de Fort-de-France et dans tous les centres-bourgs en général, c'est extrêmement dangereux. Donc oui, c'est là qu'on attend nos députés, là qu'on attend nos parlementaires pour pouvoir faire avancer en fait le terrain, le terrain. Un peu comme la loi sur l'indivision qui vient d'être boostée là, Exact. avec un certain nombre de modifications réglementaires. Claude, vous vous êtes forcément renseigné. En fait, c'est notre, comment on pourrait appeler ça, Sherlock Holmes de cette Anou. Elle a un réseau extraordinaire. Emmanuel Macron va bien? Elle a du mal à avouer ça. Elle a du mal à avouer ça. A priori. Bon, a priori. Claude, Mais pas que. on est quand même assez inquiet de la capacité des médias, même des médias officiels, à annoncer la mort de quelqu'un qui n'est pas mort. Alors j'aimerais souligner ça parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Malheureusement. Alors on comprendrait que ça vienne de toutes sortes de gens, on va dire ça comme ça, parce que dans la même semaine, on a annoncé la mort de plusieurs personnes, dont celle d'un chef d'entreprise très connu, qui a découvert qu'il était mort. Un vrai scandale. Mais que ça soit relayé par des médias officiels, fait... Alors j'en parle parce que ça a choqué tout le monde, et Claude notamment. Bah, c'est vrai que ça m'a choquée parce que je suis tombée dans le panneau. Donc, Vous avez cru? Oui, j'ai cru parce que... Alors, allons expliquer. Oui. Allons expliquer aux gens qui nous écoutent parce qu'ils débarquent du boulot. Oui. Il y a 2 morts dans cette affaire, Oui. et l'une des personnes, Oui. son identité aurait été attribuée Oui. à quelqu'un qui est vivant et qui même a bu du punch au Vauclin. Oui. On sourit à peine, mais c'est dramatique. Alors, Claude? Non, c'est-à-dire que moi, basiquement, non, la charte de tout journaliste, normalement, c'est de vérifier ses sources. Et quand ça vient d'un journaliste, on se dit qu'a priori, c'est sourcé, c'est vérifié. Même si, de se dire, après, j'ai vu dans la nuit, mais aux informations, un corps carbonisé, on se dit pour reconnaître un corps carbonisé, c'est un peu plus long que normalement que allons moyenne. Préciser aux gens, Oui. sourcer, ça veut dire que Oui. si vous voulez dire qu'on a rendre vérifié. une information officielle, il faut avoir Au deux moins deux sources différentes Oui. donnant la même information. Tout à fait. Et puis auprès de personnes crédibles, avisées, des institutions, etc. Donc là, même s'il y avait une petite méfiance, mais bon, compte tenu de ça, je me suis dit, a priori, voilà, j'ai même présenté des condoléances. Qu'est-ce que ça dit de notre... Alors, c'est pas la première fois, c'est vrai. Ah ben. Et j'ai en mémoire Gabriel Gallion, que souvent je cite, parce que quand je suis revenue ici, il m'avait raconté un certain nombre d'anecdotes avec des personnes dont on avait annoncé le décès, alors que, par des médias, alors que, y compris France Entière, y compris la presse écrite, peu importe, alors qu'elle n'était pas morte. Donc, c'est pas une spécialité martiniquaise. Non. Parce que Exactement. Martin Bouygues se souvient, le patron de Bouygues se souvient d'avoir appris sa mort sur une chaîne qu'il possède qui s'appelle TF1. Et il était au volant de sa voiture. Voilà. Et sa femme l'appelle en lui disant, Martin, est-ce que tu es vivant? Oui, chérie, je suis vivant. La rédaction s'en souvient. TF1, la rédaction s'en souvient, je peux vous dire. Directeur de l'information. Alors, c'est vrai, et on se dit, bon, partant de ce principe, il y a une crédibilité, on accorde une crédibilité forte. Et on se dit, donc, voilà, c'est vrai. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas que ça se reproduise. Enfin, à chaque fois, on le dit. Mais n'oublions pas vraiment le b.a.-ba, c'est vraiment d'être sûr de ses sources, finalement. Parce que
c'est venu comme ça parce que la personne, effectivement, quelqu'un lui a dit. Mais on peut se poser la question de savoir, Claude, je veux dire, qu'est-ce que ça rapporte à un média, même officiel, d'annoncer la mort de quelqu'un, Non, en fait? là, c'est l'accélération des réseaux sociaux, parce que c'était via un réseau social et c'était dans la Non, mais nuit. que ça soit sur le réseau social, à la limite, c'était le cas pour le chef d'entreprise. Ouais. Mais qu'un média puisse annoncer ça, là, très clairement, sans citer le nom de la personne, Non. sans citer, mais en relayant, en fait, l'information, ça sert à quoi d'annoncer la mort de quelqu'un en premier? Je veux dire, ça fait partie de l'information, enfin, je veux dire, la manière de traiter l'information. Ouais. Je veux dire, c'est ça, par contre, et d'être le premier à la limite, Bon, de toute façon, ce même soir, si on on se est fait le sur relais une de la île. famille, on se fait le relais de la famille en disant que c'est scandaleux. Non, mais Revenons. c'est une erreur à ne pas reproduire. Non, c'est pas vrai. une erreur, c'est une volonté de nuire, très clairement. Ah non. Oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Alors, ça se débat, mais là, c'est une volonté de nuire. Ah non. Jeune homme, vous qui avez J'espère pas. voyagé longtemps, l'habitat insalubre en Martinique est une donnée de base. Ok, on estime que, grosso modo, 30% des logements ne sont pas dignes d'être habités. Alors, ceux-là, encore plus, puisqu'ils sont abandonnés, pas d'eau, pas d'électricité, etc., etc. Mais il y a des logements qui ont de l'eau, de l'électricité, mais qui sont peut-être pires, parce que celui-là, il était en béton, et qui sont pires que ce qu'on découvre. C'est acceptable encore dans un pays qui crée 10 milliards d'euros de richesse chaque année. Non, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable dans une ville comme Fort-de-France, dans un cœur de ville, parce que cet incendie est révélateur quand même d'une dégradation lente et silencieuse du centre-ville de Fort-de-France. C'est ça la vérité. Cet incendie a malheureusement fait 2 morts. Il faut quand même le rappeler. Alors, on dit des squats. Non, ce sont des gens qui ont cherché un dernier refuge. Enfin, il faut quand même aussi voir l'aspect humain de ce drame qui touche quand même 2 vies, donc c'est pas banal. Et le problème, c'est qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres gens qui utilisent des logements, qui utilisent des bâtiments de la ville comme dernier refuge, parce que la ville, aujourd'hui, il faut bien le dire, elle devient difficile à vivre. Quand on observe les commerces qui s'en vont, qui ferment, quand on observe les gens qui abandonnent le principe de vivre en cœur de ville, pour plein de raisons, parce que il y a un sentiment d'insécurité, il y a des trafics dans tous les coins de rue, en tout cas c'est comme ça que c'est perçu. Et puis il y a aussi... C'est pas vraiment la réalité. Il y a 30 000 personnes, oui. il y a 30 000 personnes qui vont à Fort-de-France tous les jours. Hein. Oui, mais justement, ils vont, mais vivre dedans, c'est pas pareil. Ne serait-ce que quand vous avez des fêtes, par exemple, dans Fort-de-France, bien, vous avez des moments où la ville est alors c'est très intéressant pour ceux qui descendent en ville pour faire la fête, Ouais. mais pour ceux qui habitent dans le centre-ville, ça devient de moins en moins supportable. Donc, pour toutes ces raisons, la ville s'est dépeuplée tranquillement, a abandonné ses logements, et donc il y a une vraie réflexion de fond à mener pour pouvoir revitaliser ce centre-bourg, pour ne pas que ce genre de drame revienne. Merci à tous. Je sens qu'il y a un ange qui est passé. Sujet un peu moins sévère, mais tout aussi préoccupant, le sort de nos marins-pêcheurs. Alors, ça fait longtemps qu'on n'a pas abordé la problématique des marins-pêcheurs. Alors, il y en a qui disent que, comme c'est un métier en difficulté, ils se font moins entendre. C'est pas sûr. Reportage. C'est à huis clos que se déroule ce matin une réunion très attendue par les marins-pêcheurs. Face à la direction de la mer, ils sont venus exprimer leurs réserves et inquiétudes actuelles. Il y a un renouvellement de la flotte en cours où beaucoup de jeunes demandent à être aidés, ils ne sont pas aidés et que d'autres collègues sont aidés. Et donc, on voit qu'il y a plus ou moins, moi je vais employer le mot, une incohérence par rapport à notre pluriactivité. Sur la déclaration sociale nominative, il faut avoir une pérennité dans le secteur. Aujourd'hui, les jeunes marins-pêcheurs qui entrent dans le métier, quand on me dit qu'il y a 63% de DSN fait en Martinique, il faut qu'on m'explique. 63% de rien, c'est rien du tout. Donc vous enrôlez un jeune à la journée, au nombre de jours, mais ça ne lui garantit pas l'année complète.
Donc, si aujourd'hui on doit transmettre ce métier à un jeune, il faut qu'il ait l'année complète. Au cœur des crispations, le VMS, un système de GPS qui localise en permanence les embarcations. Le dispositif servirait au contrôle et au suivi des professionnels sur les zones de pêche, une mesure très mal reçue par ces derniers, dans un contexte de recrudescence des vols de moteurs. Les collègues de l'Hexagone souffrent énormément avec cet outil, donc Vessel Monitoring System, où c'est un outil de flicage. Donc je ne peux pas admettre aujourd'hui que le président que je suis ait voté contre ça, parce qu'aujourd'hui on se rend compte que sur le territoire de la Martinique, il y a une recrudescence des vols de moteurs, et cet outil ne ramènera pas le moteur. Donc aujourd'hui, nous disons non. En août 2026, nous devons, si nous le souhaitons, faire une dérogation. Et malheureusement, nous ne souhaitons pas cette dérogation. Une nouvelle fois, c'est toute une profession qui lance un cri de détresse sur des faits mettant, selon elle, en péril son exercice. Les marins-pêcheurs attendent aujourd'hui des gestes forts de la part des autorités compétentes. Bien. Alors là encore, la thématique, c'est bien évidemment toujours cette problématique de survie économique de la pêche traditionnelle. Parce qu'on ne va pas mettre des trucs de flicage sur les gros bateaux qui vont au large de la Guyane. Il y en a quand même quelques-uns. Mais évidemment, la pêche côtière, alors déjà rendue difficile par la réglementation sur la chlordécone, je vous le rappelle, plus les fameuses zones de préservation de la vie marine, plus les filets, plus l'ex-interdiction du financement de renouvellement de la flotte. Mais là, c'est fini. Enfin, l'Europe a... Frédéric, ça vous semble crédible le discours du président du comité des pêches quand il dit que c'est du flicage? Alors, rien ne me semble crédible tant que je n'ai pas fait mes recherches et que je n'ai pas passé mes appels. C'est ce que vous avez fait. Bien sûr. Donc déjà, la première recherche que je fais, c'est l'occurrence de l'événement. Les marins pêcheurs en colère. Faites le test. Il y a quasiment tous les 2 ou 3 ans... Cette recherche, les marins-pêcheurs sont en colère. Les marins-pêcheurs sont en permanence en colère. Non, il y a mieux que les marins-pêcheurs. Les bus. Alors, je me suis dit, tiens, donc du coup, mon subconscient m'a dit, ça ressemble un petit peu à Martinique Transport. Non. Mais non, je suis allée pousser. Soyons, non, c'est vrai. Et puis, ils sont beaucoup moins nombreux aussi. Tout à fait. Bon, malheureusement. Mais en tout cas, restons uniquement sur, sans passer sur le sujet... économique, du fait qu'il y ait moins de pêcheurs et toutes les raisons pour lesquelles les choses ont évolué, je me suis un petit peu documentée sur les aides et les subventions. Parce que comme l'agriculture, la pêche est un secteur qui est extrêmement aidé. Pourtant, contrairement au tourisme, je dis le tourisme parce que beaucoup de pêcheurs se sont reconvertis dans le pescatourisme. Alors, expliquez. Le pescatourisme, c'est quand un pêcheur se convertit au tourisme tout en pêchant ou en faisant que du tourisme. C'est beaucoup plus lucratif, le tourisme représentant quand même, pour vous donner une idée, 10% du PIB mondial, alors que la pêche représente 0,1% du PIB mondial et que quand on pousse sur l'aquaculture, on monte à 0,3. Donc vous voyez très bien qu'économiquement, le pescatourisme est de plus en plus intéressant et rentable. Alors expliquez quand même, ils n'emmènent pas les touristes pêcher la plupart du temps. Oui. Ils emmènent les touristes voir des dauphins, des baleines, ou sur les îlets, etc. Exactement. Et ils en profitent à juste titre pour pouvoir pêcher. Mais c'est de plus en plus le modèle. Hein. Donc, ou pas. Hein. Ouais. Donc, je suis allée regarder, comme tous les secteurs ultra subventionnés, pour une fois, la CTM a récemment sécurisé toutes les brassières de sécurité avec la direction de la mer, à des coûts importants. La CTM et l'État, ils ont concrétisé le renouvellement de la flotte par l'ouverture de subventions jusqu'à 60% versés. Et sur le plan social, il y a eu un montant de plus de 368 000 € de charges URSSAF, donc j'ai les rapports, les comptes, qui ont été pris en charge pour environ 380 marins afin de préserver le revenu. Et pour terminer, 28 millions d'euros ont été investis cette année dans la modernisation des infrastructures portuaires, des ponts de débarquement et les dispositifs de compensation, ce qu'on appelle les PCS, ont été prolongés. Donc, alors pourquoi ils ne sont pas contents? Parce que je pense qu'aujourd'hui, déjà, c'est jamais très agréable de subir un dispositif de flicage. Je ne sais pas exactement où ils vont, de quel point A à quel point B jusqu'à quel point C. Je ne peux pas m'engager à cela. Néanmoins, ce dont je suis certaine, c'est que je ne comprends pas qu'avec l'argumentaire de devoir sécuriser des moteurs, parce que c'est un vrai sujet, le vol des moteurs, on ne puisse pas accepter en contrepartie d'avoir une traçabilité. En fait, il faut expliquer aux gens que c'est comme un GPS que l'on positionne sur la flotte.
et que c'est comme quand vous avez un GPS sur votre iPhone ou que si vous le faites voler, vous savez où il se trouve. C'est une géolocalisation. Pourquoi ne pas vouloir être géolocalisé et pourquoi ne pas vouloir être bénéficiaire de cet outil de surveillance? Je ne comprends pas la raison pour laquelle... Peut-être qu'avec ce bateau, on fait autre chose que pêcher. Cher Eddy Marajo, je ne peux pas aller jusque-là. Ce que je sais, c'est que... Mais écoutez, moi, je Regardez me pose... la tête de Bertrand parce qu'il sait que je vais aller lui poser. Je me pose la question bien simple de comprendre pourquoi un secteur qui est... Alors, je n'ai pas dit qu'il est opulent, mais qui est extrêmement aidé, extrêmement subventionné, tape du poing sur la table et pourquoi les réactions, que ce soit de l'État ou de la CTM, sont aussi timides. Je crois qu'ils ont un pouvoir de coercition et de barrage, comme Martinique Transport peut l'avoir, sur les points d'eau et les points de mer qui sont très stratégiques pour nous. On le sait très bien, nous sommes bien évidemment une zone extrêmement portuaire qui est importante. Et donc, dès qu'ils ne sont pas satisfaits de quelque chose, comme ils ont un pouvoir de coercitif extrêmement important, eh bien, peut-être qu'ils en usent. Très bien. Bertrand, vous voyez, je vous ai prévenu. Cette profession est une profession extrêmement fragile, on l'a dit. Enfin, Frédéric dit qu'elle est super subventionnée, ce qui est vrai par tête, on va dire ça comme ça. Mais elle est confrontée à un certain nombre de défis extraordinaires. Et, par exemple, que vous n'ayez plus le droit de pêcher à proximité des côtes. Et quand je dis proximité, ce n'est pas 100 mètres, c'est quelques kilomètres. Oui. Okay, et qu'en échange, on vous dit, écoutez, vous n'avez qu'à rester chez vous. Okay, ça explique peut-être cette espèce de, on va dire, d'énervement quasi annuel. Oui. Alors, et de quelle manière on peut faire en sorte que ce secteur qui a été à l'époque relativement important, en restant quand même modeste, se développe. Ce n'était pas le même type de pêche non plus. La flotte s'est modernisée, la pratique de la pêche a complètement changé par rapport aux années 60-70. Oui, là, maintenant, il y a des DCP. Alors, c'est vrai que moi aussi, j'ai fait une petite recherche et j'ai noté la récurrence des mouvements initiés par les pêcheurs. Donc, c'est au rythme tous les 2 ans, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que c'est interpellant, mais ce n'est pas inédit en Martinique, puisqu'il y a d'autres secteurs, effectivement... Je vous rappelle qu'ils existent tous les jours. Qu'ils existent tous les jours, voilà. Donc, on peut faire le parallèle avec le secteur agricole aussi. Oui. D'accord ? Bon, peut-être que les mouvements aujourd'hui sont moins... comment pourrais-je dire ça ? Importants. Fréquents. Oui, fréquents, ou moins... comment pourrais-je dire ça ? Colériques. D'accord ? Parce qu'on a eu droit à des mouvements de la part des agriculteurs où on a bien senti que la colère primait. Et c'est d'ailleurs cette colère qui m'interpelle, et plus largement, cette colère qui prévaut en Martinique. Que nous dit cette colère ? Parce que la colère, elle n'est pas une fin en soi. Elle doit déboucher sur quelque chose. Mais là, chaque fois, de manière systématique, Frédéric l'a évidemment évoqué, comme il y a une crainte des autorités, on lâche les choses et puis après... parce que le mot qui revient le plus souvent, de manière quasiment systématique, c'est un mot que vous aimez bien, que vous avez étudié, c'est dérogation. Vous avez vu ça ? Oui, c'est vrai. Alors, bon, dérogation, oui, j'ai bien entendu. Mais ils ne veulent pas. Ils ne la veulent pas. Ils ne la veulent pas, mais bon, c'est un peu ce qu'on peut observer. Il y a quelqu'un qui avait dit, il y a quelques années, mais cette personne a dû laisser la Martinique parce qu'elle a tenu un discours de vérité en disant que nous demandons l'égalité pour avoir les mêmes choses, mais nous demandons la différence pour avoir plus. D'accord ? Vous allez nous rappeler son nom. C'est une dame qui l'avait dit et elle a dû quitter la Martinique pour avoir tenu ce propos. Et c'est un peu vrai. On peut constater qu'il y a quelqu'un, donc père à son âme, qui s'appelle Jean-Claude William, qui a rédigé sa thèse et le sous-titre de sa thèse, c'est « Société qu'on perd la paix ». On est un peu donc dans ce registre-là. Et donc, même s'ils ne sont pas les plus virulents, mais ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a une certaine continuité avec les mouvements sociaux de certaines corporations dans ce territoire, et notamment tous ceux qui ont quelque part un pouvoir de nuisance, d'une certaine manière.
Très bien. Et la victime, c'est toujours Tissonson. Tissonson, oui, toute la Martinique. Claude, Oui. ça vous fait sourire, ça, les pêcheurs? Non, J'aime pourquoi? bien, Moi, j'aime bien parce que vous aimez bien les Ah oui, pêcheurs. moi, j'aime vous bien, aimez bien les j'aime bien la pêcheurs, mais pêche, j'ai quand oui. même une question, Claude. Ouais. Ils sont fliqués, pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont tentés d'aller transporter autre chose ou... Non, on va démystifier ce Vessel Monitoring System. D'abord parce qu'aujourd'hui, L'abréviation, c'est VMC, VMS. VMS, pardon, VMS. Et ça sert à quoi, Claude? Oui, Alors, parce qu'il y a alors, des gens là d'abord- qui se disent, mais Non. qui ça, yo capable D'abord, il y a là des bateaux aujourd'hui en Martinique qui sont équipés depuis 10 ans, ceux qui sont au-dessus, qui ont une longueur au-dessus de 12 mètres. Donc, il y en a à peu près une dizaine. Ça fait 10 ans qu'ils sont équipés et on ne les a pas entendus hurler. Alors, ça sert à quoi? Alors, c'est un GPS, un petit mouchard qu'on met dans le bateau. Un petit boîtier Petit électronique. boîtier qu'on met dans le bateau. Alors, en France, il y a un monsieur il y a des gens, des agents qui se relayent sur un écran, c'est en Bretagne, et ils ont des milliers de bateaux de pêche. Comme pour les avions. Comme pour les avions, exactement, les aiguilleurs du ciel, aiguilleurs de la mer. De mer, ouais. Et par contre, s'il y a un souci, un tel n'est pas revenu, en une seconde, on fait une requête et on sait qu'il est positionné à tel endroit. Ça veut dire que ce bidule électronique Oui. est d'abord consacré à la protection. Normalement, enfin, en tout cas, à la localisation. La localisation. Au moins, voilà, déjà. Alors, donc, déjà, il y a des bateaux qui sont équipés, parce qu'il y en a qui font... Ensuite, il y a une cinquantaine de bateaux. La législation fait que, à partir de 2027, ceux entre 9 et 12 mètres devront être équipés. Les plus petits. 9-12, et puis ceux en dessous de 9 mètres aussi, d'ici 2030. C'est là où le bas Même le mec blesse. qui a un petit bateau Voilà. de pêche arabe, il faut C'est qu'il là soit où le équipé. bas blesse, et Ouais. c'est là où nos marins-pêcheurs, semble-t-il, n'avaient pas été prévenus. Enfin, ils débarquent. Moi, j'en ai appelé certains, j'ai appelé de tous les côtés. Et ils débarquent, etc. Alors que il y en a certains qui le savaient, qui ont été à Paris, enfin qui savent que ça va venir et qui sont au courant de la législation. Mais la communication au niveau de l'ensemble de la communauté, A été mal faite. non pas mal faite, mais elle vient de sortir. Enfin D'accord. voilà. Donc, pour Et ils ont dire, jusqu'à messieurs, quand pour s'équiper? d'ici 2027. Mais ils sont, pour le moment, il y a beaucoup de pédagogie à faire parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et pour quelles raisons ne sont-ils pas d'accord? Alors d'abord, il y a quand même un point, c'est c'est chez nous ça. Ils ne veulent pas qu'on sache Où ils vont? où ils vont, à quel endroit. Et ils veulent pas. Bon, Et à quelle heure? ils ont fini par comprendre que finalement là-bas, il y a un logiciel avec un pauvre monsieur qui franchement Autre chose à faire. que la Martinique, il y a quand même d'autres très gros bateaux qui ont des problèmes, etc., en Manche ou dans la Méditerranée. Mais quand même qu'on sache où ils vont, quel DCP, à quel moment, ça ne leur va pas. Le problème, c'est que c'est un métier, c'est un petit peu individualiste. Ouais. On sait où on va, on a ses habitudes, et on ne veut pas que l'autre sache, l'autre bateau Mais sache. Claude, qui imaginez qu'on mette vous mette un truc sur votre bagnole. Voilà. Hein? Voilà. Vous n'auriez pas aimé. Bon, mais il y a déjà, surtout. Oui, il y a déjà, mais le constructeur, mais Téléphone pas aussi. les autorités. Alors, donc, c'est cette méfiance qu'il y a. Et pour revenir sur, je termine sur les subventions. Frédéric a d'ailleurs très bien dit, donc 60% cofinancés, donc 30% de la CTM, Quand même. 30% de l'État et 40% à la charge donc du propriétaire. Ça, c'est pour renouveler les bateaux. Pour renouveler les bateaux. Donc, l'État verse à la CTM 30%, comme ça, voilà. C'est fini. Et elle doit rajouter 30%. Mais nous savons que... Donc, ça veut dire que... Claude, non, il faut aller au bout des phrases. Non, Claude, il faut... Voilà. C'est difficile, l'abondement vis-à-vis de la part de la CTM. Donc, ça veut dire qu'il y en a eu 24, non, 25, qui ont été cofinancés, etc. Il y a 2 ans. Ils ont reçu l'argent. Il y a 2 ans. Et puis, l'année dernière, c'est tombé à 5. Aïe. Bon, c'est pour ça qu'il dit il y a un souci. Ils disent il y a un souci, ils ne comprennent pas. Mais l'argent est rare. Donc l'abondement est rare. Donc voilà, mais je suis désolée, je ne veux pas trop insister, mais ça fait partie de... Voilà. Donc vous comprenez financements. en écoutant Sherlock Holmes de Mais ça cet anneau, que derrière tout ça, il y a une pluralité de mécontentements. Oui, OK? oui, bien sûr. Bon, Ouais, c'est ce donc qu'on ressent, s'il n'y a pas de solution, on va les entendre. Vous qui pêchez rarement,
mais qui n'arrêtait pas de Ou marcher pas de la sur les même manière, plages, peut-être. et vous ne pêchez pas la même chose. Emmanuel, est-ce que là, on est encore dans l'expression, je dirais, récurrente de la discrimination ou des discriminations liées au fait qu'on est différent, qu'on est à part, qu'on est loin? Parce que, rappelez-vous, les blocages que vous avez notifiés ou indiqués, évoqués, la récurrence surtout, était liée notamment à ce que l'Europe disait, attendez, nous, on ne veut pas de bateaux supplémentaires, donc Panisa fait bateau Martinique. Finalement, grâce aux parlementaires, et il faut leur rendre hommage, ça a été cassé. Donc ils nous disent, bon allez-y les mecs, vous n'êtes pas pareils, vous allez le loin. Mais ça continue en fait. Chaque fois on est obligé de se battre quoi, pour dire, c'est pas pareil quoi. Oui, d'autant plus que c'est une profession qui a de vraies difficultés. Enfin, pour l'instant, quand on écoute le reportage, on a le sentiment qu'il y a deux problèmes, mais qui en réalité ne sont pas les vrais problèmes de cette profession. Il faut rappeler que les marins-pêcheurs, d'abord, il y en a de moins en moins, et dans des proportions très importantes. Donc ils font face à une pénurie de main-d'œuvre et de transmission. Donc ça, c'est un vrai sujet. Surtout les matelots. Et les matelots, donc il y a de moins en moins de matelots, donc il y a un problème de formation, un problème d'accompagnement. Le deuxième sujet aussi, j'en ai interrogé quelques-uns qui nous disent, depuis notamment les invasions d'algues sargasses, l'impact sur le chiffre d'affaires est colossal. Donc il y a une perte forte de rentabilité, avec des enjeux extrêmement variés qui sont toujours très mal traités. Il y a un marin-pêcheur qui m'a parlé, par exemple, du problème du traitement des eaux d'égout. Il dit les eaux d'égout se déversent ne sont pas traitées, sont maltraitées, et donc ça a un impact sur et donc, vous vous rendez compte que la gestion de l'eau et le traitement des eaux touche, in fine, les marins-pêcheurs. On avait dit ici que plus de 80% des stations d'épuration n'étaient pas aux normes. Oui, alors quand on rajoute à ça près de 80% des fosses septiques qui, de toute façon, ne sont pas conformes, c'est une catastrophe sanitaire à la Martinique. Hein. Et il me disait, il faut donc impérativement régler ce problème-là. Il faut faire en sorte que l'eau nettoyée soit versée en amont des embouchures pour pouvoir revitaliser les embouchures. Donc, il y a quelques approches de bon sens, donc il faut les écouter. Moi, je suis vraiment partisan. Et d'ailleurs, j'avais rencontré quelques marins-pêcheurs il y a un an ou deux, avec le professeur Aimé Charles-Nicolas, pour imaginer avec eux, avec toute la profession et toutes les professions de la mer, d'organiser un grand forum de la mer pour, pendant 3 jours, aller en profondeur sur les sujets pour faire en sorte que la mer redevienne un espace revitalisé, un espace de progrès, un espace de vie. Et parce qu'il y a plein de sujets. Il y a la biodiversité locale côtière, par exemple. Aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on ne peut plus pêcher près des côtes à cause du chlordécone, mais la pêche au casier, par exemple, a empêché la régénération de la biodiversité parce que les espèces ont besoin de grossir et d'aller grandir au large. Donc il y a toutes ces pratiques sur lesquelles il faut s'entendre à nouveau. Bref, c'est un vaste sujet. Et il ne faut pas considérer que le cri de colère qu'on a entendu et les critères qu'ils ont justifiés suffisent à résumer la situation des marins-pêcheurs. Je pense que le problème est bien plus vaste que ça. Alors, vous m'avez tendu la perche, Emmanuel, puisque vous avez prononcé le mot sargasse. Eh bien, là, il ne s'agit pas directement des sargasses, mais de la conséquence, là, directe, des émanations qui ont poussé à la délocalisation des collégiens du Robert Sujet. Il y a la vie scolaire là-haut. Ok, merci. Au collège Paul Saint-Fort ce matin, nous ne sommes pas les bienvenus. C'est dans un contexte pour le moins tendu en présence de gendarmes que les élèves de Robert III font leur entrée. Normalement, c'est de l'autre côté. Et pour à pied, c'est en bas. Aux portes de l'établissement, le climat est confus et certains élèves loin d'être sereins, à l'image de Hans, qui se dit très stressé. Je sais pas comment ça va se passer, j'ai pas encore visité le collège. Chris Naël, elle, fera sa rentrée demain.
Venue déposer son frère, sa mère a tenu à l'emmener pour lui présenter elle-même les lieux et éviter toute appréhension. La jeune collégienne se pose de nombreuses questions vis-à-vis de ce changement de collège. On ne sait pas comment on va travailler dans un état. La cantine est petite. Comment on va faire pour rentrer dans la salle? Le parking des profs, c'est pas fait. Mais l'idée de revenir sur les bancs d'école est tout de même en soulagement après des semaines de cours en distanciel. Quand on est en visioconférence, il y a des moments sur Pronote, on a du mal à se connecter. Encore ce matin, les services techniques s'affairent pour terminer les travaux, visiblement toujours en cours, entre manque d'informations, d'organisation et des élèves qui avaient déjà été transférés à Trinité. Le soulagement est en demi-teinte pour certains parents. Celui qui a fait sa rentrée ce matin était stressé. Je suis restée, je me suis libérée pour être là aujourd'hui de manière à voir comment ça se passait. On a les petites limites qui se manifestent déjà avec l'aiguillage qui n'a pas été bien comprise et qui pose encore problème visiblement ce matin. Là, j'ai jeté un coup d'œil pour voir comment ça se passe. C'est une indiscrétion. Je les vois tous parqués sous un kiosque là. Les 7h30, les cours débutent à 7h30 normalement, preuve qu'il y a encore du rodage et qu'il y a des choses qui probablement ne sont pas tout à fait en place. Mon aîné, il a une année charnière aujourd'hui avec le brevet. Tout est impacté parce qu'il passe son temps à dire comment ça va être. Quelques rares parents voient de bon œil ce dispositif d'accueil provisoire. Je trouve que c'est bon quand même, parce qu'après ma fille, elle toussait tout ça au collège Robert-III. Alors là, je pense que ça va aller mieux, je pense. C'est plus près de la maison en plus. L'équipe pédagogique, elle, n'a pas souhaité s'exprimer. Le collège Paul Saint-Fort, qui accueille habituellement près de 300 élèves, en comptera désormais près de 700, jusqu'à au moins la fin de l'année scolaire. Bien, vous l'avez compris, au début, c'était pas très bon et un certain nombre de nos correspondants disent que ça s'est amélioré au cours de la journée. Bon, alors, c'est encore une des conséquences des sargasses au Robert, ville martyre. Heureusement que cette ville a 2 collèges quand même, parce qu'on ne sait pas ce qu'on aurait fait des gosses s'il y en avait qu'un. Claude, je sais que vous avez fait votre enquête, je sais que vous avez plein de choses à nous dire, mais ça c'est pas la première fois que ce collège délocalise. Alors, le tout début de l'activité, entre guillemets, c'était distanciel. Oui. Et puis finalement, il n'y avait pas le choix. Il y avait déjà eu des problèmes dans les années précédentes et ça recommence. Oui. Donc voilà très clairement l'illustration parfaite des conséquences, on va dire déjà sociales, puis économiques des sargasses. Mais que font les autorités ? Déjà là, sur le plan de l'éducation, elles ont pris le mort aux dents, parce qu'il n'y avait plus le choix, et on arrive en fin d'année scolaire, et le distanciel, on le sait au bout d'un moment, enfin 1 semaine, 15 jours, mais 3 semaines, 4 semaines, enfin c'est plus possible. Et il y a quand même des enfants, il y a d'abord des enfants qui n'ont pas tous l'accès à Internet, et donc on leur envoie, ils passent chercher des copies, c'est un peu difficile. Et donc, il y a un moment où les enfants, on va arriver en période d'examen, même s'il s'agit de collège, en tout cas de contrôle, et où il faut qu'ils reviennent en présentiel. Le collège, il y a le brevet. Oui, il y a le brevet. Le brevet, ça compte de plus en plus. Oui, tout à fait. Donc là, c'était plus possible. Donc là, ça y est. En 1 semaine, entre le moment où le reportage a été fait aujourd'hui... Ça s'est calmé. Bon, sur le plan logistique... Il y a moins de gendarmes. Ah oui, non, ça va. Chacun a de quoi travailler, on va dire, est installé. Les marques commencent à être prises. Et puis, il y aura même des petits temps de cohésion, parce qu'on avait dit au départ 2 communautés scolaires, 2 collèges différents. Et alors, les enfants qui disaient « moi, j'ai mon frère à côté, je ne peux pas lui parler », non, il y aura des temps de cohésion. Enfin, tout ça, ça commence à prendre forme. Voilà, les choses. Mais il y a déjà eu ça pour des lycées, entre le lycée Chelcher et le lycée de Bellevue. Oui, Bellevue, où on ne voulait pas. Oui, surtout pas. Surtout pas. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire quoi ? Enfin, c'était un scandale et tout le monde était content. Ils ne voulaient même plus quitter leur installation. Donc, non, là, de ce côté-là. Mais c'est vrai que là, l'académie a pris elle a pris ses responsabilités. Mais c'est évident que ce genre de situation, malheureusement, on a bien peur qu'elle ne soit plus tout à fait temporaire. Oui, parce que en fait, on nous balance des collèges dans des
des trucs provisoires, Oui. où on nous balance des Parfois, lycées, oui. rappelez-vous, dans le Nord-Atlantique. Oui. Ne vous inquiétez pas, on va reconstruire les lycées. Oui, on n'a pas fait. Donc là, c'est vrai qu'ils sont préoccupés parce que là, la fin de l'année, c'est vrai, on en a pour 2 mois. Ouais. Mais à la rentrée, si jamais il y a encore en août, enfin, ce phénomène de sargasse. On va apprendre bientôt c'est que le vrai. collège... Déjà que la mairie, enfin, bon, c'est une responsabilité de l'État. Hein. Mais là, il y a un vrai focus à faire sur. D'ailleurs, il y a des scénarios qui sont envisagés, évidemment, mais il y a un problème de moyens, quand même. Oui, c'est clair. D'ici là, qu'on ferme le collège, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Parce qu'un collège où il n'y a pas de collégiens, a priori, on ne sait pas ce qu'on va y mettre. Frédéric, je me suis posé la question, et donc je vous la pose. On peut délocaliser des élèves, on est d'accord, et c'est faisable, on l'a vu, mais on ne délocalise pas les habitants. Vous vous rendez compte que là, on protège les gosses parce qu'ils inhalent des trucs extrêmement dangereux, mais les habitants qui habitent à 50 mètres du collège, eux, on ne les déplace pas. Moi, je me suis posé la même question. Parce que, bien sûr qu'on fait un petit ouf de soulagement parce que les laisser dans une situation, Claude l'a bien dit, de visio, etc., c'est un peu cette même situation Covid. Peut-être que les gens ne se rendent pas compte des conséquences aujourd'hui des générations Covid. Ouais. Aujourd'hui encore, quand on les suit et quand on les voit, même en post-bac, on voit absolument ce décrochage, des dépressions. Et le fait de changer comme ça de collège dans de telles circonstances, en se disant que ce qu'ils inhalent est vraiment risque de mort, parce que ça l'est, c'est assez traumatique déjà pour ces collégiens. Donc un grand salut pour cet arbre. Mais est-ce que cet arbre de victoire temporaire ne cache pas une plus grande forêt ? Et cette grande forêt, ce sont tous nos riverains qui sont tout autour et qui sont bien trop âgés pour être des collégiens ou des lycéens et qui sont toujours dans la même situation. Et puis, du coup, quand on se pose cette question-là, on ne peut pas s'empêcher, cher Eddy, d'élargir encore à toute la Martinique, à toutes les situations de sargasse, les situations d'érosion côtière, les situations à risque. Et on se rend compte que nous sommes certes très privilégiés d'avoir la mer autour de nous, tu en parlais, mais la mer amène aussi son lot de menaces, son lot de sujets. Je prends l'exemple du prêcheur. On cite toujours le prêcheur comme une sorte de success story, d'exemple. Je ne dis pas que les situations très dangereuses et d'urgence, avec les lards, les tsunamis, etc., n'ont pas été réglées. On avait quand même des maisons qui se fracassaient. Hein. Donc voilà. Mais le plan de relocalisation long terme qui a été fait, il n'est toujours pas aujourd'hui actif dans cette commune. Donc le Robert aujourd'hui est en train de conjuguer plusieurs acteurs. On a parlé de l'académie, on a parlé de la préfecture, il faut parler de l'ARS, il faut parler de la collectivité territoriale. On a un millefeuille qui est complètement désemparé face à une situation qui est certes inédite, mais qui est un tournant politique. Parce que comment voulez-vous que M. Mérine, qui a déjà des problèmes à financer ses filets, puisse penser à un plan de relocalisation comme aux prêcheurs ? En fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas de solution pour le moment, en tout cas, aucune solution durable face à des sargasses qui, selon les prévisions de Météo France, c'est pour ça qu'on en parle autant, 2025-2026, on a des afflux radicaux et c'est prévu pour continuer, sans vouloir être tous les records en 2025. Sans vouloir être pessimiste. Et je m'en arrêterai en disant, de plus en plus on entend des voix disant et les investisseurs étrangers et les aides pour notre île. Oui, parce que ce sont des sommes colossales qui sont aujourd'hui en jeu. Bertrand, on est là face à la désignation de responsables. Ok, bon, là la CTM a joué le jeu. Oui, d'ailleurs j'ai été surpris. Ils ont dit, écoutez, Serge Letchimy a dit, moi je prends la responsabilité, je les mets à... Parce qu'il faut rappeler quand même que les collèges et les lycées sont de la responsabilité. De la responsabilité de la CTM, de tout la à CTM. fait, oui. Bon, mais au bout d'un moment, quand les sargasses auront atteint quasiment toutes les composantes de la vie quotidienne, parce que les bagnoles, les frigos, les climatiseurs,
tous les objets métalliques et électroniques dans les maisons, la santé des personnes, donc le transport, l'éducation nationale, l'immobilier. Bon, au bout d'un moment, qui est responsable de ça? Qui on va attaquer? De toute façon, selon les problématiques, en premier lieu, effectivement, c'est l'État. D'accord? La question donc de la sécurité de notre protection, c'est une affaire donc, qui relève donc de l'État. Mais sur d'autres points, on pourrait effectivement engager la responsabilité donc, des autres acteurs publics tels que la CTM. Mais c'est une question donc, fondamentale, ce que vous évoquez. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, il y a une addition. Oui, transporter des gosses d'un collège à l'autre, il y a des frais, il y a des enseignants qui sont désemparés. Le personnel du collège, il va bosser où? On va le mettre dans l'autre collège, etc., etc. Tous les investissements qui ont été faits. Oui, mais vous voyez bien qu'à travers vos propos, c'est un problème politique fondamental. Et j'ai eu l'occasion une fois de tenir le propos selon lequel peut-être que nous serons les premiers réfugiés climatiques. Parce que des habitants d'îles dans le Pacifique sont déjà réfugiés. Hein. Ils vont en Australie. Enfin, je parlais dans notre région. Oui, non, mais nous dans notre serons région, certainement, à un moment donné, peut-être amenés, d'accord, à quitter l'île. À quitter l'île, j'allais dire un autre mot, mais bon, j'allais utiliser une autre formule. Vous avez raison, je vais parler de quitter. D'accord, c'est plus neutre. On va être obligé donc de quitter l'île parce qu'il y va donc de la survie de cette population. Ce sont des questions existentielles qui nous sont posées aujourd'hui. Et auxquelles on n'a pas de... Il va bien falloir que collectivement, qu'on prenne la mesure du problème et qu'on envisage, et donc notamment qu'on anticipe. Parce que tout laisse à penser que les choses iront en s'aggravant et qu'il vaut mieux qu'on anticipe plutôt que d'être soumis à cet aléa. C'est un aléa, donc autrement dit, on ne sait pas à quel moment. D'accord, oui. Parce qu'entre deux arrivées de sargasses, il y a des sargasses qui pourrissent. Donc c'est plus un aléa, c'est 24 sur 24. Rappelons quand même les chiffres, il y a 55 000 habitants, 55 000 Martiniquais qui habitent le long des côtes. Donc c'est pas comment dirais-je, c'est pas anodin et c'est surtout pas sans conséquences économiques. Parce que ces gens-là, tôt ou tard, ils vont être malades. Hein. Je suis d'accord avec vous, la conséquence économique, mais c'est d'abord une question humaine qui se pose. Bien sûr. Mais bon, comme vous savez qu'il y a des gens qui n'ont le nez que près des dollars, des euros, il faut le rappeler. Pour terminer sur cette séquence, Emmanuel, vous, de toute façon, vous marchez sur des sargasses, parfois vous en respirez parce que vous habitez à proximité d'une zone d'échouage, pas traditionnelle, hein, mais au Diamant, vous recevez des tonnes de sargasses régulièrement, et ça impacte la vie au quotidien. Alors, sur toute la côte atlantique, c'est le cas. Vu la taille des radeaux qui sont en train d'arriver sur la Martinique, c'est toute la Martinique qui risque d'être encerclée. Parce que ces radeaux vont se fracturer et passer à gauche et à droite de la Martinique. Donc les gens qui pensent sur la côte Caraïbe que, bon, globalement, ils vont s'en sortir, je rappelle que Shell, Gaz Pilote, Bellefontaine ont été attaqués sévèrement au cours des années. Bon, on fait quoi finalement là? Alors, fort heureusement, au Diamant, elle ne reste pas. Et c'est le cas d'ailleurs de beaucoup de communes aussi. Donc il y a une singularité au Robert. Et il faut s'interroger de savoir pourquoi ça marche si mal au Robert. Donc moi, je me suis renseigné et je constate que les filets du Robert ne sont pas les mêmes que les filets du François, où ça se passe mieux. Allons rappeler les prix. Oui, 250 000 euros. Non, mais rappelons les prix. Attendez, on va donner le prix, juste... Parce que les gens nous appellent après, ils disent, non mais les frères, pas nouvelle là, 250 000 euros le kilomètre. Oui. Mais vous connaissez un dicton qui dit, bon marché qu'a coûté cher. Vous connaissez, vous pouvez évaluer le coût du déménagement du collège. À un moment donné, il y a des décisions à prendre. Aujourd'hui, les filets du François sauvegardent les côtes du François bien mieux que les filets du Robert ne sauvegardent les côtes du Robert. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de moins bonne qualité, tout bêtement. Non, parce que... non, mais attendez, les filets... Pour deux raisons. Les filets du François ont été élaborés depuis 15 ans avec une
une adaptation constante de la technologie de ces filets, parce que ce sont des filets qui évoluent avec les usages. Et donc, ils ont bénéficié de cette présence sur place et de l'amélioration constante. Ce qui n'est pas le cas, semble-t-il, des filets du Robert, d'une part. Et puis, d'autre part, c'est une équipe qui est en Martinique. Un filet casse, il faut réparer tout de suite. Un filet est en défaillance, il faut... Et donc, vous avez un service. C'est un combat très compliqué de lutter contre les sargasses. Il y a un protocole qui a été mis en place aujourd'hui pour à la fois barrer l'arrivée des sargasses par les filets. Il faut des filets de bonne qualité. Il y a les sargators qui vont les ramasser. Il y a l'échouage large. Il y a tout un protocole, d'ailleurs, qui est assez bien coordonné par la CTM, il faut bien le dire. Et je pense qu'à un moment donné, et ces filets-là, ce protocole-là, il n'est pas qu'au Robert, il n'est pas qu'au François, pardon. Vous retrouvez les mêmes filets en Guadeloupe maintenant, à Barbade, à Antigua, etc., etc. Donc ça veut bien dire qu'il faut faire des choix de qualité. Ça ne sert à rien d'avoir un filet parce qu'il est moins cher mais qui laisse tout passer et qui ne règle pas le problème. Là, je crois qu'il y a un vrai problème technique qu'il faut régler. Le nouveau maire du Robert, c'est un homme de la mer. Je pense qu'il saura, je pense même qu'il a plongé sous les filets pour repérer les failles du filet. Donc, il va, je pense, de lui-même prendre les bonnes options. Pendant la campagne, il avait déjà dit que les filets n'étaient pas bons. Oui. Bon, juste une petite phrase. Très rapidement, parce qu'on a quasiment bouclé. Au regard de la réactivité à la fois du maire sur cette question et du président donc, du conseil exécutif de la CTM, ça m'a fait penser à cette fameuse phrase qu'on impute à De Gaulle, qui a dit que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Quelque part, je pense que le maire du Robert est en train de mettre à mal cette maxime politique, puisqu'il s'est engagé. Oui. Il s'engage aujourd'hui. Parce qu'il sait nager. Il sait nager. Votre ironie permanente, Claude, vous perdra. Très bien. Les plus et les moins. On commence par Bertrand. Alors, j'ai deux plus, mais qui sont corrélés. Hein. Puisque cette semaine, j'ai noté qu'on a rendu hommage à un militant du créole, M. Duranty, qui a beaucoup œuvré pour la promotion donc, de la langue créole. Donc, je corrélais parce que je pense que c'est lié quelque part. Il a tellement contribué à faire en sorte que le créole ait sa juste place donc, dans la société martiniquaise. J'ai observé aussi parallèlement, je crois vendredi, me semble, qu'on a habilité un certain nombre d'enseignants justement pour qu'ils soient à enseigner donc, le créole. Donc voilà, ce travail qui a été fait autour donc, du créole m'a semblé effectivement très intéressant, très pertinent. Et donc voilà, j'ai pensé à eux, donc je leur fais un grand salut. Merci beaucoup. Emmanuel. Alors moi j'ai deux plus. D'abord, toujours pour ma commune, chauvin que je suis, de ma commune du Diamant, je veux féliciter la ville du Diamant d'avoir organisé un hommage à Marius Cultier. C'était vendredi dernier, donc sous la houlette de Joël Pécom qui a animé cette soirée admirablement. Ça a été une soirée de témoignages, de concerts. Marius Cultier, c'est notre grand pianiste qui a su rejoindre la biguine et le jazz avec une agilité de ses doigts tout à fait hors norme. Et ça a été une soirée formidable. C'était donc vendredi dernier. Et c'était une très belle soirée. Donc bravo à notre maire, bravo à la mairie du Diamant pour cette soirée. Et puis le deuxième coup de cœur que je voudrais faire, c'était le lendemain. Alors, j'ai eu la chance de participer au jury de la grande finale du concours d'éloquence organisé par Eloquentia, qui est une association nationale avec une antenne ici, qui est présidée par Atika Azoui et qui forme des jeunes Martiniquais à la prise de parole en public et à l'éloquence. Et j'ai été scotché par cette manifestation. Il y avait 6 finalistes d'une qualité mais exceptionnelle. Je peux vous dire qu'on a des pépites en Martinique, des jeunes qui nous ont bouleversés par la puissance de leur discours. Alors c'était très éclectique, ça allait de la science à l'émotion pure. Voilà, et donc ça a été une très très belle journée qui montre que la Martinique regorge de talents. Je vais quand même citer le nom du lauréat qui s'appelle Ludwig Rotzen. Donc lui, il a gagné le droit de partir à Paris pour représenter la Martinique à la finale nationale. Et puis un coup de cœur pour Lynn Ajar qui a fait une très belle prestation, moi, qui m'a ému
au plus profond de moi, puisqu'elle a raconté un peu un aspect de sa vie personnelle, et c'était magnifique. Donc voilà, bravo à ces jeunes qui ont beaucoup d'éloquence. Merci. Claude. Alors, moi, j'ai 2 petits coups de cœur et puis un petit agenda. Donc, on va aller vite, vous inquiétez pas. Oui. Alors, premier coup de cœur, donc, pour Shirley Billot, normalement, voilà. Shirley, qui a été nommée, qui vient d'être nommée au Conseil économique et social et environnemental à Paris, au plan national. Shirley, qui est donc la patronne de Cadalis, qui est également lauréate de France 2030, puisqu'elle va construire, elle a un projet d'usine au Robert pour fabriquer, donc extraire, on en a déjà parlé, des molécules issues de la banane pour les produits cosmétiques, dans la cosmétologie, mais au-delà, Shirley également, il faut savoir, elle est membre du conseil d'administration de la Fédération des entreprises de beauté, où elle siège à ce conseil d'administration avec les plus grands du secteur. Donc bravo à elle, et elle a laissé sur le carreau d'autres figures de la Martinique, je n'en dis pas plus, qui était également candidate. Elle a toujours une petite touche. Mais voilà, je n'en dis pas plus, sinon ça fera des histoires. Figures qui vont d'échec en échec, c'est ça? De certains ministrables autoproclamés, mais bon, voilà. Mais bravo à elle, et voilà, elle fera du très bon travail, je suis sûre. Rendre hommage à Pierre-Marie Joseph, à qui elle a succédé. Alors, deuxièmement, Magali Cléry, qui, elle, a créé Marjolais. Et Magali a reçu des mains de Francette Rosamond l'insigne de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. C'était hier, une manifestation fort sympathique chez elle. Magali est ingénieure, elle est docteur en physique-chimie, et elle a occupé différents postes. Ça n'a pas été facile ici quand elle a voulu revenir. Des postes de responsable production, et puis elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat avec Marjolais, où on commence à connaître des fromages, des yaourts, etc. Voilà. À l'agenda, Frédéric en dira un petit mot, donc je passe. Mais en tout cas, à l'agenda, on a Madiflora cette semaine, toujours. Manifestation récurrente des plantes, des fleurs. C'est au château de Paz, à Saint-Pierre, sous l'égide du Rotary de Saint-Pierre. Mais il y a des plantes formidables. Dans le cadre du Médecin Pierre. Dans le cadre, vous avez raison, merci. Dans la chambre économique. Avec la chambre économique. Voilà, qui est à l'origine du projet. Hein. Oui, avec le Rotary Club de Saint-Pierre, parce qu'ils étaient connectés. Merci Bertrand. Et puis pour finir, il y a ATV qui est partenaire des pépites de RCI. Et partenariat. Et du coup, dans le cadre de ce partenariat, il y a des webinaires. Et donc, j'ai l'honneur d'en animer un mercredi. Mais pas que, il y a d'autres personnes. Si certains sont intéressés, c'est un webinaire sur les réseaux. Pépites RCI sur Google, et ils vont tout trouver. Et ils peuvent encore s'inscrire pour demain matin, un webinaire sur la vente. Et pour mercredi matin, 8h30. Voilà. C'est parti. Frédéric. J'ai 2 rapides plus et un moins. Je vais tout de suite enchaîner sur ce dont Claude a parlé, qui est la conférence exceptionnelle, parce qu'on parle quand même du prix Nobel de la paix. Alors, je n'ai pas envie d'écorcher son nom, le docteur Denis Mukwege, je crois, prix Nobel de la paix 2018, avec l'Argos Martinique et le Lions Club District 63. Donc, l'événement, c'est sur le film Muganga, sur les violences sexuelles. Et un échange va suivre la projection. Donc, vraiment, c'est important. C'est le 4 mai, c'est important. Alors, rappelons que ce docteur est d'origine de la République démocratique du Congo. Et exactement. Et les fonds... Et répare, entre guillemets, voilà. Et les fonds, le corps des femmes. Le corps des femmes. Et d'ailleurs, les fonds de cette association collectés seront reversés à l'hôpital de la République démocratique du Congo. Voilà. Et simplement, comme il vient pendant 5 jours, il faut aller voir un festival en Pays Rêvé, où chaque jour, il y a une manifestation. Si on loupe celle du lundi, il y a le dimanche soir, mardi, mercredi, festival en Pays Rêvé. On trouvera tout sur Facebook et Instagram. Voilà, et l'exposition Martinique Cartographie intime, que je trouve déjà éblouissante par le commissaire Karine Tailamé, qui va se dérouler au musée territorial du Wall House à Saint-Barthélemy. On parle souvent de notre soft power, il n'est pas extrêmement loin. Ouais. Et, là, c'est à Saint-Barth, n'allez pas dans une commune martiniquaise. Je fais cette annonce sans l'espoir d'être invitée à Saint-Barth, mais parce qu'elle est tout simplement belle. Elle réunit 25 artistes autour de la cartographie sensible et intime du territoire martiniquais, et elle est inspirée par la feuille de caladium, je n'en dis pas plus.
Et parce que je vais laisser du temps à Eddy pour ses moins. Et donc, j'aimerais parler de mon moins, parce que tant que ça ne va pas s'améliorer, je ne vais pas lâcher. Je sais, j'en fatigue certains, mais je voudrais parler du problème des transports. Donc, chaque semaine, je prends le pouls auprès des usagers, bien évidemment, de l'association des usagers, et j'ai des retours que ce n'est pas un simple dysfonctionnement, ce que nous disons, je pense, à peu près toutes les semaines. C'est une crise profonde du transport en Martinique et des services publics en général, puisqu'on a l'impression que l'ordre public, maintenant, escorte les collégiens, escorte les bus, escorte un petit peu tout le monde. Mais où va-t-on ? Entre grève persistante, insécurité et panne, le réseau est devenu totalement imprévisible. C'est un service pourtant essentiel au quotidien. La situation reste durablement bloquée. À la semaine prochaine à ce sujet. Bon, eh ben, le panier est chargé. Je vais rajouter une petite couche. Je vais faire un plus déjà. Oui, mais en fait, c'est un plus un peu sévère. Les politiques, je m'adresse aux politiques, vous avez totalement abandonné le secteur du sport lié à la moto en Martinique. Et les Guadeloupéens ont été très fiers de récupérer nos jeunes. D'ailleurs, quand ils annoncent qu'il y a 4 Guadeloupéens qui partent au championnat de France, finalement, il y a 2 Martiniquais et 2 Guadeloupéens. Alors, je vais les citer, nous, Kaïbayo, on parle quand même. Yuri Catherine et Alan Labamar, parce qu'en réalité, ces jeunes ont, entre guillemets, comme dirait François, acquis la nationalité guadeloupéenne parce qu'ils sont supportés par le conseil départemental, le conseil régional, et ici, 0. Voilà. Kondi Bouga, il fallait le dire. Oui. Donc, bravo à eux. Je reviens sur un scandale dans un centre hospitalier. Alors, je prononce le mot scandale parce que, vu les témoignages, il y a des problématiques majeures liées au fait qu'on pourrait penser qu'il y a un prothésiste unique. Donc, je vais me rapprocher du centre hospitalier du Carbet, je préfère vous le dire, pour savoir si derrière tout ça, il n'y a pas, on va dire, de favoritisme, parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui obtient la plupart des prothèses. Voilà. Mais ça, c'est classique en Martinique. Et puis, je reviens sur le foyer de l'Espérance, parce que, vous savez, la dernière fois, j'ai dit, bon, et les mecs, on en est où ? Eh bien là, il y a des gens qui sont revenus, des anciens, et qui m'ont raconté l'histoire du foyer de l'Espérance. Je préfère ne pas en parler parce que c'est catastrophique. Donc, on va faire ce qu'on appelle du teasing avec un premier épisode là tout de suite qui est quand même assez fabuleux. Il semblerait que le produit de la quête pendant des années n'ait pas été reversé. Je dis bien, il semblerait. Donc, la constitution d'une caisse noire. Je vous expliquerai tout la semaine prochaine, mais ça va être terrible. Ah, vous avez fait un reportage, un film alors, puisque vous avez annoncé, vous avez dit un teasing. Ne vous inquiétez pas, jeune homme, ne vous inquiétez pas. Le reportage, il est permanent. Et notamment avec la contribution d'Emmanuel de Rénal, qui avait tiré la sonnette d'alarme avec moi. Il n'est pas tout seul, il y a un certain nombre de gens qui disent « ça ne peut plus durer ». Bon, et ça continue depuis des décennies. Bon, très bien. En tout cas, merci aux équipes, merci mea culpa pour le petit retard, merci à nos chroniqueurs, merci à la rédaction qui a produit les reportages que vous avez pu visionner, et puis merci à vous, téléspectateurs, de faire de cette émission la plus regardée du paysage audiovisuel martiniquais. Merci beaucoup.